Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de nos premières impressions sur les animés de l'hiver 2019. Voilà, donc la deuxième partie. La première partie était consacrée à des animés, des valeurs sûres. Hein. Il n'a pas fallu beaucoup d'épisodes pour se faire un avis. Oui. D'ailleurs, vous pouvez voir cette première partie si vous ne l'avez pas encore vue. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. De toute façon, c'est vraiment des valeurs sûres. Ouais, Peu importe ce qu'on aime, ce qu'on aime comme animé. Aujourd'hui même on a vu beaucoup plus d'épisodes justement par rapport à ces trois animés. Et on peut dire c'est quasiment un chef-d'œuvre, rien que Mob Psycho par exemple, ça foncez-y les yeux fermés, c'est Voilà. exceptionnel. Donc voilà, la deuxième partie sera consacrée à des animés. Oui, il fallait se faire un avis un peu plus développé, voir un peu plus d'épisodes, donc c'est pour ça qu'on a pris du temps pour faire cette vidéo. Et voilà. Bon, premier animé. Bon, pour les plus pointilleux, c'est pas vraiment un animé de l'hiver parce qu'il est paru en décembre. La saison d'hiver commence en janvier. Oui. Il dure jusqu'en mars. C'est une série d'OAV. Senseiya Sentia Show. Alors plus précisément des ONA, parce que c'est diffusé sur internet. Alors il me semble que c'est sur le PlayStation Store et également sur Amazon au Japon. Chez nous c'est licencié par Wakanim. En tout cas, c'est pas diffusé à la télé. Donc c'est à la base c'est un manga shoujo spin-off de Senseiya tout simplement. Donc voilà, Senseiya tout le monde connaît évidemment. Les spin-offs il y en a eu des tonnes, adaptés en animé aussi. Ah oui. Et là cette fois-ci c'est pas seulement la Toei mais aussi le studio Gonzo qui va aider entre guillemets la Toei. Je dis bien aider entre parenthèses parce que voilà il faut pas déconner, l'animation c'est pas vraiment le fort de la série. Oui, c'est pas le fort, mais il y a quand même un cachet intéressant. Alors, parce que de base, le manga, justement, a un style très élégant, très propre. Alors, juste avant de parler du côté technique, il y a quand même quelque chose de très important à dire. C'est la surprise, parce qu'avant tout, on se dit c'est un spin-off, ça va adapter une histoire unique, Annexe, oui. unique un reboot de A à Z. C'est ça, pour nous, c'était un monde parallèle. C'était un monde parallèle, mais en fait, non, ça se passe dans le vrai monde de Senseiya. Et en même temps. Et en même temps, c'est-à-dire la vraie timeline, les 12 maisons des Chevaliers en d'Or. fait, les premiers épisodes, pour faire simple, les premiers épisodes se passent avant l'histoire de Senseiya. Ouais. Et après, l'héroïne va va rencontrer Seiya à un moment totalement par hasard. Et c'est la veille du tournoi qui signe le début de Senseiya. Voilà, donc ça c'est une bonne surprise, donc ça peut être une mauvaise pour d'autres qui aiment pas que les univers soient étendus, je sais pas. Hein. Moi j'ai bien aimé, c'est du fanservice à fond, voilà, donc on aime bien ça. Non mais surtout que pour moi les meilleurs moments de la série c'est quand on voyait les chevaliers de bronze de Senseiya. Avec la musique en fond de Pegasus Fantasy. Avec le thème principal et tout qui était remixé, oh là là, c'était extraordinaire, c'était tellement un truc de fanboy, et ouais c'était assez excellent. Mais voilà, mais par rapport à ce côté fanboy justement, c'est que comme je disais le manga donc a un style très propre, très léché, qui est très différent de Senseiya de base, Ouais. et ils ont décidé de pas reprendre ce style, mais de reprendre le style de l'anime Senseiya. On dirait vraiment que c'est un style à la Shingo Araki justement. Ouais, Shingo Araki qui est le chara design. Le chara design original qui est malheureusement décédé depuis quelques années. Et donc, aussi le chara design de Yu-Gi-Oh! Oui. Et du coup, ouais, ils ont repris vraiment son trait pour faire le design des personnages. Et du coup, ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien. Ouais. Ça fait très Senseiya, avec les visages très déformés, les personnages qui tombent sur la tête quand Oui, ils en combattent. fait c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est pas seulement le design en lui-même, parce que c'est facile de faire les mêmes dessins Ouais. et tout ça, mais il y a aussi la réalisation Ouais, à côté. la réalisation. Les combats. Rien que l'animation des cheveux. Oui, c'est ça. Les cheveux en vague là qui montent comme ça. De façon infinie, tu sais. Oui, ça, voilà. ça, genre, tu peux faire un gif des cheveux C'est ça. qui bougent de façon infinie. Ça, c'était une nouveauté à l'époque. Hein, Ah oui. il n'y a aucun animé qui faisait ça. C'est ça, c'est une marque Senseiya et vraiment on ressent toutes ces pattes d'animation. On sent que les mecs derrière la production sont aiment la fans, série. voilà, ils connaissent leur sujet. Malheureusement, derrière, il y a un petit budget. Voilà. Un petit budget. Là, on sort tout juste de l'épisode 8. Donc tout juste sorti cette semaine, Ouais. et oh là là, c'est une catastrophe. C'était une catastrophe à tous les niveaux. Le staff avait l'air d'être assez ridicule. J'ai vu sur internet, apparemment il y a quelqu'un qui disait que il y avait quasiment qu'une seule personne sur l'épisode. Ouais, ça a vérifié quand même. Faut pas voilà. non plus. Mais voilà, c'était là il y avait même plus le design en fait à la Senseiya, c'était juste mal fait. Il y avait rien, on dirait que voilà, tout le monde avait quitté le navire. Et moi je trouve ça dommage parce que encore une fois, t'as une série comme Senseiya qui est un monument, t'as un studio comme la Toei qui a un pognon illimité.
Et ben encore une fois, eh ben, ils te font... Bon, là il y a Gonzo qui fait l'animation, ils sont aussi coupables, hein, mais le truc c'est que c'est la Toei qui met le pognon, et derrière, bah, voilà, t'as une production moyenne, et c'est décevant. Quand on est fan d'une série, surtout d'un... C'est un blockbuster là, c'est un blockbuster. Et c'est dommage d'avoir une qualité comme ça. Donc moi je pense que je me tournerai vers le manga pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que ça a l'air d'être intéressant quand même. Alors oui, bon, c'est vrai que l'animation, ça peut rebuter quelques personnes. Malgré tout, moi je suis bien rentré dans l'animé et ça me dérange pas qu'il y ait quelques épisodes mal faits, notamment quand on sait que les épisodes en version Blu-ray sont refaits. Donc au final, ça va être mieux en version Blu-ray, donc... J'aime pas cette façon de faire, moi. J'aime pas cette façon de Bah, faire. si, forcément, mais parce qu'il faut bien les vendre, les Blu-ray, donc Oui. t'es obligé d'augmenter la qualité, voilà. Ouais, mais bon, tu Tu vas pas vendre l'épisode 8, tu le vends pas, quoi. Là, en tant que tel... Le truc, c'est que là, c'est une série qui est diffusée sur Internet, ce qui veut dire qu'ils ont même pas... Ils peuvent prendre des délais supplémentaires et personne ne leur en voudra. Parce que là en fait, si vous voulez, quand c'est une série télé, c'est qu'ils réservent un créneau horaire au moins 6 mois à l'avance. C'est vraiment, ils doivent réserver très 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 longtemps à l'avance. Là, comme c'est diffusé sur Internet, ils peuvent ne pas respecter les délais et le décaler l'épisode pour le sortir plus tard. Et là, c'est presque ne pas respecter les fans en disant bon, on vous offre de la merde maintenant, vous inquiétez pas, quand vous achèterez le Blu-ray à 60€, eh ben là, la qualité sera bien. Non, mais je suis désolé, ben moi j'aime pas cette façon de faire, et surtout quand on sort de l'épisode 5 de Mob Psycho, et tu vois l'épisode 8 de Senseiya, Sentia Show, c'est pas comparable, mais... Non, voilà, moi je trouve un petit peu sévère, parce que voilà, c'est Mob Psycho, c'est quand même le talent à l'état pur, et la Toei, on les connaît pour faire des trucs très moyens, donc il faut pas en attendre plus de la Toei. Moi, pour moi, c'est déjà bien, et ça s'annonce bien pour la suite, alors attention à ce que je vais dire, mais Next Dimension, qui est la suite officielle, entre guillemets, de Senseiya, fait par Masami Kurumada, le créateur de la série, du manga, n'a toujours pas été adapté en animé. Donc, s'ils le font avec ces équipes-là, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose de vachement bien. Parce que les musiques sont cool, la réalisation est sympa. Moi, je demande pas la lune, hein, je demande pas que ça soit super bien fait, que ce soit l'équivalent. Mais si on devait comparer ça à quelque chose, comparons ça à Dragon Ball Super, par exemple. Dragon Ball Super, c'est une adaptation ratée. Les gens attendent du fanservice, attendent les mêmes combats, le même design, tout ça. Malgré le fait qu'ils ont repris les mêmes personnes, on retrouve pas cette envie, ce fanservice qu'on aime tant. Et là, on le retrouve avec Senseiya Sentia Show. Donc, Dragon Ball Super, comme on le retrouve un petit peu sur quelques phases, etc. Oui, mais sur 100 épisodes, sans déconner, oui. ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, faut pas... Bah, le truc, c'est que dans Senseiya Sentia Show, sur 8 épisodes, il y en a quand même au moins eu 2 ou 3 de mal faits. C'est quand même plus de la moitié qui est intéressante pour l'instant. Et la série ne fera que 12 épisodes, il me semble. Je sais pas je sais pas exactement combien elle durera, mais ça devrait pas durer trop longtemps, hein. Il n'y a pas énormément de tomes, hein. Je crois pas. Il y en a une dizaine quand même, mais il me semble qu'il rush pas mal en fait au niveau de l'adaptation. On m'avait dit, alors encore une fois, j'ai pas encore vérifié, donc dites-nous dans les commentaires si c'est le cas ou pas. On m'avait dit que en gros ça faisait un épisode par tome. Ça me semble un petit peu gros parce qu'il se passe pas vraiment grand chose par épisode. Bon, ensuite, le isekai de la saison. Tate no Yusha. Donc Tate no Yusha no Nariagali, qui est donc l'anime isekai donc réalisé par le studio Kinma Citrus, à qui on doit, c'était en 2017, l'excellent Made in Abyss. Oui, bien sûr. Donc qui était un des meilleurs animés de ces dernières années. Oui. Et du coup, là, on attendait au tournant ce nouvel isekai parce que de base, le manga et le light novel est très populaire. Ouais. Et en plus de ça, voilà, c'est un studio d'animation de qualité quand même. Alors c'est vrai que le manga est plutôt populaire, on pourrait le comparer à Tensura, c'est-à-dire le manga adapté en animé récemment. Moi, quand je me réincarne en slime, qui était un vrai succès, qu'on a plutôt apprécié, on en a parlé dans une vidéo précédente. Donc les comparaisons vont être forcément obligatoires. Malgré tout, le isekai, il reste quand même cette petite appréhension derrière. Hein. Le isekai reste le isekai. Après, moi j'ai envie de dire que c'est un genre. Le truc c'est que nous, de base, on en a un petit peu marre de l'isekai. Ouais. Après,
en lui-même, si on le juge de manière objective, je trouve que Tate no Yusha n'est pas mauvais non plus. Et c'est que si t'aimes le isekai, tu vas aimer Tate no Yusha. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais il y a cette appréhension, c'est toujours... Bon, le mec il va être transporté dans ce monde, évidemment, de manière totalement random. Alors, apparemment... Ça partait bien, hein, Alors, pourtant. ça partait bien, enfin... donc, de base, il transportait en lisant un livre dans un monde, donc Heroic Fantasy, etc., en tant que héros, apparemment invoqué avec trois autres japonais qui viennent de Japon différents. Alors là, déjà, aucune explication. On va pas développer non plus parce qu'on n'a pas trop d'informations là-dessus. Apparemment, les trois autres, eux, jouaient à un jeu vidéo différent d'un monde parallèle différent. Ils rentrent dans un jeu vidéo. D'ailleurs, on voit que le monde est un petit peu... Voilà, ils ont un inventaire totalement... dans les yeux. Voilà, en fait. c'est totalement créé comme un jeu vidéo, c'est-à-dire ils ont un inventaire, le level, les points de vie, les skills, etc. Et donc c'est tous des héros avec une arme de prédilection. Et le héros de la série est donc le bouclier au héros. Quoi le héros au bouclier. le héros au bouclier. Le bouclier au héros, voilà. Et ouais, et donc ses particularités, c'est de ne pas pouvoir utiliser d'armes offensives. Il va juste pouvoir protéger les autres. Et d'ailleurs, à ce propos, il va se faire un petit peu mal voir par un petit peu tout le reste de... On sent que c'est un petit peu le paria dès le départ, il se fait ignorer. En fait, ils ont fait la tier list dès le départ et lui, il est tout en bas de la tier list et du coup, en fait, en gros, ils disent oui, c'est le mec au bouclier, il sert à rien, on prend les autres et lui, il sert vraiment à rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès le début, en fait, il est un petit peu naïf, tu vois, il découvre le monde, etc. Bon, déjà, au début, je trouvais ça bien parce qu'il y avait pas mal de détails qui étaient donnés. Mais après, il y a cette particularité isekai du... On s'en fout. Oui. Voilà, on s'en fout, on va vivre notre vie de héros. Allez, c'est parti. Et du coup, il se pose pas vraiment de questions. Bon, ils sont déboussolés 5 minutes, et puis après, ça y est, ils se font au monde, quoi, totalement. Mais par contre, il y a pas mal de détails dans l'univers, etc., qui sont vraiment pas trop mal. Après, en fait, au final, c'est directement pour mettre en scène le scénario. Voilà, c'est qu'on oublie la découverte, directement on passe au scénario. En fait, tu remplaces les héros par 4 randoms du monde. Tu peux faire le même scénario en fait, plus ou moins. Oui, ce que tu veux dire, c'est que peu importe leur provenance, tu peux les faire venir d'un petit village abandonné dans le monde fantasy, qui est, je sais pas comment il s'appelle exactement. Tu peux les faire venir de n'importe où, tu peux le faire venir de, je sais pas, de Los Angeles, de Cergy-Pontoise ou de n'importe quoi. Ça aura la même incidence, je veux dire, c'est exactement la même chose. Et ensuite, le héros, en fait, on va se jouer de lui. Il va se faire trahir dès le début, parce qu'il est un petit peu naïf, en fait, on joue facilement de lui. J'explique pas vraiment les détails, on le voit très très, très vite dans le premier épisode, qui dure d'ailleurs 40 minutes. Et du coup, en fait, moi c'est la réaction du héros. Bon, il rage, etc., d'accord. Mais en même pas 5 minutes, il devient badass. Mais genre, oui, ça devient Kenshiro. Voilà, c'était le random qui découvre le monde, et le mec, en l'espace de quelques minutes, quelques minutes dans l'épisode, je suppose qu'il se passe quand même plusieurs jours, etc. Mais il devient ultra badass, genre, c'est bon, je vais me venger, ils sont tous pourris, blablabla. Et le mec, voilà, il est devenu vraiment vénère, genre, il fait plus confiance à personne. Et donc, ce qui va l'amener par la suite à aller traîner un petit peu, déjà ça a amélioré son équipement et tout ça, et après il va acheter une esclave, qui s'appelle Raftalia, et qui va donc faire évoluer et tout ça, et se lier d'amitié avec elle. C'est parce que c'est elle qui va attaquer à sa place, parce que lui c'est le héros au bouclier, et non pas le bouclier au héros. Et donc il a besoin de quelqu'un pour attaquer, parce que lui il ne peut pas, il n'a pas les skills pour. Ouais, bon, tout ça, au début, ça partait bien pour moi. Ça partait bien parce que on nous proposait 4 persos au lieu d'un, et je me disais, enfin un truc où ça ne va pas se concentrer sur un seul héros, on va avoir plusieurs personnages développés. Au final, non, c'est autant vous le dire tout de suite, du moins pour l'instant, parce que ça va être certainement beaucoup plus long. Il n'y a que le héros mis en avant, ça m'a un petit peu gêné. Je me suis dit, allez, on tombe dans les travers. Bon, on retrouve pas ce côté harem, donc ça c'est plutôt cool. Mais le côté qui m'a vraiment le plus gêné, c'est ce scénario un petit peu bancal. Alors il y a plusieurs points, je trouve qu'il y a énormément d'incohérences dans cet animé.
Ouais, c'est ça, c'est très bancal. En fait, on nous explique, par exemple, je vais donner plein de petits détails, hein. Par exemple, on nous explique que c'est une société matriarcale, c'est-à-dire dirigée par des femmes, ce qui est plutôt cool en soi. Mais 5 minutes après, l'héroïne va... Enfin non, pas l'héroïne du tout, plutôt l'antagoniste principal, qui va piéger le héros en l'accusant d'agression sexuelle. Et elle va se protéger derrière les hommes forts, quoi. Ouais. Et ça, je trouve ça, mais... Je trouve ça nul. T'es pas dans une société matriarcale à partir du moment où les femmes vont être fragiles dans une position de défense et se protéger derrière les hommes. C'est nul. Ça m'a fait vraiment me fesse-palme tout simplement. Ça. Bah, heureusement que pour rattraper ça, après il y a Raftalia qui, on va dire, qui elle montre le côté combatif, etc. Oui, mais même ça, on ressent pas du tout le côté matriarcal. Hein. On n'a pas besoin de nous le dire. Si à côté de ça, c'est un manga shonen classique avec le côté macho. Bon. Il y a vraiment plein d'incohérences comme ça, comme du jour au lendemain, l'héroïne qui devient adulte. Voilà. Alors ça, on nous l'explique un petit peu par la suite, c'est par rapport au niveau. Voilà, on l'explique, ouais. Mais tu vois comme ça, sans aucune explication, elle a grandi. Voilà. C'est comme dans les jeux mobiles, elle a LKP. Mais même dans les jeux mobiles, t'as une petite animation qui te montre qu'elle grandit, tu vois. Là, c'est d'un épisode à l'autre, ouais. C'est d'un épisode à l'autre, tu comprends pas, t'es là, tu dis, attends, il y a une erreur de design ou quoi Non, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque beaucoup de trucs, que c'est raconté de façon un petit peu maladroite. Alors, je sais pas si une nouvelle ou le manga est fait de cette façon. Mais moi, j'ai du mal vraiment à accrocher à ça à cause de ces petits détails d'incohérence comme ça. Alors, moi, je pense un petit peu la même chose, en gros, mais on va dire que c'est pas désagréable non plus à regarder. Après, non plus, voilà, ça reste moyen, c'est pas non plus une horreur. Voilà. Alors, voilà. Attention, c'est un avis subjectif, évidemment. Mais moi, bah, je le compare souvent à Slime, donc à moi quand je me réincarne en Slime, et cet animé, je le trouve tellement cool. Il est juste tellement cool, il y a tellement de bonnes idées, tellement de ficelles de scénario qui sont vraiment bien amenées et tout. Pour moi, le scénario, il est vraiment faiblard, en fait. Il y a aucun grand enjeu. Après, peut-être ça arrivera par la suite. Pour l'instant, c'est juste pour introduire juste vite fait le héros qui se fait trahir, pour comme ça, il peut recruter un esclave, etc. On va dire, c'est une succession d'événements juste pour que introduire son partenaire officiel, on va dire. Et après, peut-être que par la suite, ça va enclencher des arcs qui sont beaucoup plus prenants. Mais pour l'instant, il y a aucune ficelle scénaristique qui sont intéressantes. Pour moi, c'est bateau, c'est juste bateau. Ouais, ben c'est ce que j'expliquais un petit peu plus tôt. Tu parlais de la comparaison par rapport à Slime. Slime, c'est un manga où le scénario va couler de lui-même, tu vois, c'est fluide, ça avance tout seul. Là, en ce moment, il y a des épisodes un petit peu creux, tu vois, il se passe pas grand-chose et tout ça, mais même ça, tu vois, c'est très fluide. C'est à partir du moment où tu installes un plot vraiment bien précis, bien ficelé, un univers bien détaillé, c'est facile, tu peux faire n'importe quelle histoire et tu rentreras bien dans le truc. Là, il manque tellement de petits détails, voilà, le côté de faire plusieurs Japons différents mais qui sont pas expliqués. Ouais, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui servent à rien, il y a ces petits raccourcis, alors comme tu dis, le héros qui, du jour au lendemain, devient badass... C'est trop vite expédié et ça plaît pas, on a vraiment du mal à rentrer dedans en fait. Voilà. Troisième animé, Kakegurui saison 2, toujours fait par Mappa, donc de la qualité évidemment. Est-ce qu'on retrouve l'ambiance de la saison 1? Évidemment. Donc on va rappeler l'histoire un petit peu rapidement, hein, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, donc c'est un lycée où la hiérarchie est gérée par les paris, les jeux d'argent. Ouais. Le gamble. C'est ça. Et du coup, bah, une nouvelle étudiante vient dans ce lycée, Japami Yumeko, qui a l'air d'être une fille gentille, etc. Et en fait, elle se révèle être totalement accro au pari. Et une vraie psychopathe. Une vraie psychopathe. Et pour notre plus grand plaisir, évidemment. Alors oui, voilà, c'est Kakegurui, ça fait partie de ces animés totalement loufoques, avec un aspect exagéré. Ah, c'est grotesque, c'est grotesque. C'est grotesque. Moi, je le compare un petit peu à Shokugeki no Soma, tu sais, où il y a ces scènes de jouissance totale quand il mange un plat délicieux. Voilà, c'est un petit peu pareil, mais avec les jeux d'argent, tout simplement, le fait de gagner ou de perdre.
évidemment. Voilà, c'est l'enjeu qui procure l'excitation. Simplement, enfin, ça montre un petit peu le côté exagéré des parieurs compulsifs, en fait. Et Yumeko, l'héroïne, est totalement comme ça. Hein. Elle est totalement folle quand elle se met à parier, même quand elle se met à jouer sa vie, c'est encore pire. C'est la jouissance ultime. C'est assez exagéré. Mais du coup, pour cette saison 2, donc ils ont fait un choix un petit peu bizarre. C'est que, enfin, c'est pas bizarre, c'est que vu que c'est la suite directe du manga, hein, Ouais. là où ils se sont arrêtés, même si le dernier épisode de la saison 1, il me semble qu'il était hors série. Mais là, donc c'est la suite directe. En fait, ils ont décidé de commencer l'épisode 1 avec un pari directement, alors que normalement, enfin, ils ont inversé, Ils ont inversé des scènes, c'est ça. Ils ont inversé les scènes. En gros, on voit le début de ce qui se passe dans l'épisode 2, et après, on te montre l'épisode 1 en accéléré à un moment dans l'épisode 2 pour te montrer la fin. Donc en gros, il y a une bataille, un pari entre deux personnages, et puis ensuite l'introduction de ces mêmes personnages un peu plus tard. Donc ce qui fait qu'on a l'épisode à l'envers. Bon, c'est pas très important, oui. On rentre quand même dans le truc. Donc là, cette saison nous introduit un nouvel arc que je trouve super intéressant. Donc c'est la bataille pour la présidence, enfin pour devenir président du conseil des élèves. Ouais. Le président, il l'avait déjà teasé dans la fin de la saison. Voilà. Donc le conseil des élèves, en fait, c'est eux qui dirigent l'école. Et c'est les plus forts parieurs de l'école, évidemment. Et du coup, ben là, c'est on va dire une sorte de tournoi où il va y avoir plusieurs batailles avec justement des jetons prédéfinis. Ouais. Donc je suppose que celui qui aura le plus de jetons à la fin deviendra le président des élèves. Et du coup, ben ouais, ça va mettre en scène plusieurs jeux d'argent, mais ça fait vraiment des combats de shonen. En fait, ça me rappelle un truc qui n'a rien à voir. Ça me rappelle l'arc Battle City de Yu-Gi-Oh! Où tout le monde se battait dans la ville, etc. Et du coup ramasser des points et tout pour se qualifier. Là, ça me rappelle un petit peu ça, c'est-à-dire il va avoir plusieurs jeux d'argent et tout ça un petit peu éparpillés. Et ça donne de l'enjeu et c'est intéressant. Oui, mais c'est ça, il y a beaucoup de suspense en fait dans les batailles. Non seulement au niveau de la réalisation, et puis ça me fait penser aussi à un autre animé, c'est Kaiji évidemment. Oui. Les jeux d'argent, sauf que Kaiji c'est quelqu'un qui n'a pas de chance, Jabami Yumeko c'est quelqu'un qui a énormément de chance, et qui a 8000 de QI au moins. Non mais tous les personnages de cette série ils réfléchissent beaucoup trop loin. Enfin, c'est une série qui aurait pu être réalisée par Madhouse. Mappa c'est un petit peu oui, Madhouse. Mappa a été créé par un des fondateurs de Madhouse, donc c'est logique, on va dire qu'on retrouve la même patte, le même genre de patte, mais voilà, c'est très psychologique. Ouais, voilà, donc vous l'aurez compris, on apprécie forcément cet animé. Il y a surtout ces têtes quand il perd, les personnages sont totalement des grimaces. C'est totalement de la matière à faire du mème, tu vois. Ces genres de grimaces, c'est extrêmement. Les personnages deviennent affreux, tu sais. En fait, c'est souvent des jolies filles ou des beaux gosses, les persos, et là ils font des grimaces, genre le personnage avec les lunettes qui explose. Bon ben voilà, Kakegurui, oui, c'est bien, il y a 12 épisodes annoncés, c'est dommage, j'aurais aimé avoir un petit peu plus, après je sais pas le manga s'il est bien avancé ou pas, à ne pas en douter, il y aura forcément une suite, hein, parce que c'est un animé qui va encore une fois marcher, forcément. On voit déjà les cosplays à la Japan Expo popper à mort. Et donc voilà, on apprécie, c'est une série de qualité, autant au niveau de l'animation, de la réalisation, qu'au niveau de l'histoire. Donc, valeur sûre. Ensuite, on va parler très vite fait de 2 animés dont on n'a pas eu le temps de voir tous les épisodes. Donc pour commencer, il y a Kaguya-sama Love is War. C'est bien ça le titre ? Ouais. Du coup... c'est un animé de romance psychologique. Alors je trouvais le premier épisode plutôt rigolo, dans le sens où en fait on a en fait les 2 élèves les plus populaires du lycée, c'est le président des élèves et la vice-présidente, alors qui paraissent pour être un couple aux yeux de tout le monde, en fait tout le monde les verrait bien ensemble, etc. Et eux en fait ils s'aiment en secret, mais ils ne veulent pas se l'avouer. Et du coup, par faire taire, en gros, parce que c'est l'élite du lycée. Voilà, c'est l'élite, enfin même en tant que personne, genre, ils viennent dans la société. Dans la société, ils viennent de familles ultra renommées, etc. Et du coup, c'est une guerre psychologique pour faire avouer à l'autre ses sentiments. Et en gros, et avoir le dessus sur le couple. Ouais. C'est ça. Donc le concept est vraiment intéressant.
Le concept est intéressant. Après, on a vu qu'un seul épisode pour le moment, mais c'est une série qu'on va continuer hein, parce qu'elle est plutôt originale et plutôt rigolote. Donc, moi, j'ai bien envie de voir la suite. Ok. Alors, au risque de surprendre, cet animé possède tout ce qu'il faut pour me plaire. C'est-à-dire, il y a un bon design, il y a une ambiance plutôt sympa, il y a un aspect psychologique que j'aime beaucoup dans les animés. Le côté romance ne me dérange absolument pas, je trouve ça même plutôt rigolo. Mais malgré tout, j'ai quand même du mal à rentrer dans... J'ai vu qu'un seul épisode pour l'instant. J'ai quand même du mal à rentrer, alors je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Franchement, je sais pas. Il y a peut-être cet aspect moé qui est un petit peu cucu la praline, hein, qui me dérange un peu. Et j'ai un petit peu du mal, donc je sais pas. J'attends de voir plus d'épisodes, voir d'autres persos, parce qu'il y en aura forcément d'autres, Oui. qui seront peut-être plus intéressants ou un petit peu moins concon, pour rester poli. Et donc, je sais pas. Mais même le design, les personnages, ils ont l'air intéressants, ils ont l'air attachants et tout, mais je sais pas, ça me plaît pas plus que ça. Enfin, voilà, c'est purement subjectif. Et puis voilà, en tout cas, je pense que je continuerai à voir la suite et j'essaierai de juger à ce moment-là. Et le deuxième, donc Boogie Pop and Other, une série dont on n'a rien compris. Voilà, merci, au revoir, à bientôt. Non. Donc c'est une série réalisée par Madhouse. Alors de base il y avait un autre animé de Madhouse dans les années 2000 qui s'appelait Boogie Pop and Phantom je crois. En fait si j'ai bien compris, alors on n'a pas vu la série de base, mais si j'ai bien compris, donc de base Boogie Pop and Other, c'est un light novel sorti fin des années 90. Le premier animé c'est une adaptation qui sert à faire la promotion du light novel, donc ce n'est pas une adaptation fidèle du light novel. Donc si j'ai bien compris, là, cette adaptation qu'on a en 2019, c'est une véritable adaptation du light novel. D'accord. Si j'ai bien compris, évidemment, dites-moi dans les commentaires si j'ai bien compris. Mais parce qu'on n'a pas vu la première série, donc impossible de vous dire si c'est le cas ou pas. Mais j'ai essayé quand même de... fait par Madhouse, là. Voilà, c'est toujours réalisé par Madhouse, alors c'est plutôt bien réalisé. Oui. C'est intéressant, mais c'est très dur à comprendre. On a vu que 3 épisodes pour l'instant, et c'est très dur en fait de saisir toutes les ficelles du scénario, parce que le scénario est très évasif en fait. Ouais, on sait pas si c'est de la psychologie de comptoir qu'ils essayent de faire, ou si c'est vraiment que ça n'a ni queue ni tête, hein. C'est peut-être, on sait jamais, hein. Peut-être l'auteur est bourré et qui sait pas où il va en venir, je sais pas, mais... Bon après, il y a quand même des trucs assez simples à comprendre, c'est que déjà dans les premiers épisodes, on va dire qu'il y a une sorte de parasite qui s'est infiltré dans un lycée, du coup qui tue les élèves et qui prend possession de leur corps, donc en fait il retrouve plein de cadavres, etc., parce qu'il n'a pas de changer de corps, etc., et en fait il y a une élève qui est possédée par un esprit qui est une sorte de dieu de la mort en fait, qui s'appelle Boogie Pop, et du coup qui est là pour chasser ces esprits. Mais si vous regardez l'épisode 1, en fait on voit l'introduction de Boogie Pop, etc., le personnage est stylé et tout, mais en fait l'épisode finit en disant ouais bon en fait le problème c'est réglé sans que je n'ai à agir, voilà, salut, au revoir. Il s'est rien passé de l'épisode, on attendait tous le climax et en fait il se passe rien. Bon, dans l'épisode 2 en fait on a un autre point de vue par rapport à ça, donc un point de vue on va dire de entre guillemets l'héroïne, je sais plus comment elle s'appelle, Nagi quelque chose, c'est Nagi Kirima, donc on va dire entre parenthèses l'héroïne qui elle va vraiment enquêter, en fait c'est la seule élève qui va vraiment enquêter sur ses affaires, etc., et donc il a fourré son nez là-dedans, et d'ailleurs c'est assez pratique parce qu'en fait elle sait se battre, du coup ça sert pas à grand chose pour l'instant, mais oui, voilà. Et du coup, on va dire le premier cas est plus ou moins réglé. Enfin, elle va rencontrer l'entité qui s'appelle Manticore, qui apparemment, si j'ai bien compris, le parasite viendrait peut-être viendrait de lui, et il peut le repérer. Bon bref, voilà, en gros, c'est comme ça que commence l'enquête, et après bon, ça se renchaîne sur l'épisode 3 et tout ça, sans vouloir trop spoiler non plus, on va pas tout raconter. Mais on va dire, voilà, il y a un aspect intriguant, intéressant, mais c'est vraiment dur de suivre. Il faut vraiment être au taquet pour suivre tout le scénario. Et je pense qu'on pourra en avoir un avis complet quand on aura vu toute la série. Parce que, ou je sais pas, moi personnellement, j'ai pas super envie de continuer cet animé.
Après, c'est pas non plus très mal réalisé, donc je sais pas, peut-être donner encore une dernière chance. Et voilà pour cette deuxième partie de nos premiers amis sur les animés de l'hiver 2019. Bon, j'espère que ça vous a plu, évidemment, hein, ce sont des impressions, ce ne sont pas nos avis finaux. Nos avis finaux, oui. Oui, oui. On a beaucoup de choses à vous dire hein, sur de nombreuses séries, je pense qu'on refera des vidéos sur d'autres séries dont on a parlé, mais la prochaine vidéo, ça va être sans doute un avis complet sur une série qu'on a vue récemment sur Netflix, pour pas en dire plus. Tout le monde sait de quoi il s'agit, à mon avis. Ouais. Du coup, on a hâte de vous parler de cet animé parce que ça va être, c'est un de nos coups de cœur, on va dire, récents, qui est vraiment super sympa. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, le pouce en l'air, la cloche, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite. Donc pour la vidéo qu'on avait annoncée, on va la faire dans la semaine si possible. Et donc voilà, à bientôt. 10 ans.